partons à la rencontre de François Morel, un photographe aventurier. Dans cette interview, il nous partage son parcours, sa vision de la photographie bien sûr, et ce qui nourrit son inspiration au fil de ses projets. Bonjour François Morel. Bonjour Alexandre. Bienvenue à la Galerie du Portal, un lieu emblématique de la culture sur la commune de Levens. La toute première question, oui, Monsieur Morel, est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Très bien, merci beaucoup pour ça. Comment te présenterais-tu en quelques mots en tant que photographe? Question assez difficile, on aime bien mettre des étiquettes, donc déjà pour moi j'ai un gros souci avec ça parce qu'on a besoin de cloisonner les choses, donc je dirais que je suis aventurier. Aventurier, c'est un grand mot qui englobe beaucoup de choses, donc je suis un photographe curieux, voilà, photographe qui a envie d'aller voir des choses et de raconter des histoires. Alors, tu es un aventurier reconnu bien sûr à l'international, donc dont le parcours témoigne d'un engagement profond pour l'humain et les territoires isolés. Tu as exploré plus de 90 pays. Tes œuvres se distinguent bien sûr par des reportages forts. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ben, je pense que quand on fait ce genre de choses, ça nous dépasse, on n'est même pas conscient au début de ce qu'on fait. C'est comme une vocation, un peu comme les pompiers, hein, qui vont au feu et on leur pose la question pourquoi vous allez au feu. Je ne sais même pas s'ils peuvent répondre à ça. Donc c'est une belle anecdote, je rebondis là-dessus. Non, je ne sais pas, je crois qu'on est vraiment, c'est viscéral d'avoir envie de rencontrer l'humain dans sa diversité. Et j'ai eu un adage qui me tient à cœur, c'est que je pense que si on n'expérimente pas les choses réellement, on ne peut pas comprendre. Donc la photographie, il faut aller voir pour pouvoir parler. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans les pays en conflit, en guerre et les zones tribales pour vraiment comprendre la situation. Donc j'ai commencé à aller étape par étape, ça c'est pas comme ça. Et au fil du temps, on est pris parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a des rencontres. Et puis là, on ne s'arrête plus, puis on a l'impression de croire que ce qu'on fait peut changer le monde, sinon on ne fait pas ça. Donc on a envie de croire que l'image a un impact et peut changer les consciences. Donc le gros sujet, c'est ça. Par rapport à toutes ces révélations que tu nous fais, comment tu as découvert la photographie? La photographie, c'est une histoire très personnelle, c'est particulier. J'ai baigné, avec le recul, je me rends compte, je n'étais pas conscient de ça. Mes parents, mon père, avaient une culture de la photo, donc on avait des photos à la maison tout le temps, des albums. Donc au début, ça paraît anecdotique, hein, mais on se rend compte qu'avec le temps, ça fait partie aussi d'une culture par les parents. Et mon frère, qui a 30 ans de plus que moi, faisait de la photo une dizaine d'années en tant que photographe de presse pour des festivals de jazz. Donc je pense qu'il y a eu une petite influence. Et puis à l'âge de 30 ans, basculement, j'ai décidé d'arrêter ce que je faisais. J'étais entrepreneur, j'avais un restaurant, j'avais un camion de pizza, j'avais plein de choses qui n'avaient rien à voir. Et j'ai pris un appareil photo pour aller couvrir du jazz et des concerts de musique dans la région à Nice. Et les billets étaient trop chers, donc j'arrivais pas à me payer des billets pour aller voir plein de festivals. Et j'ai dit, tiens, tu essaies de faire de la photographie, parce que les photographes, je voyais qu'ils étaient au premier rang, et puis ils avaient accès gratuitement au concert. Donc j'ai commencé comme ça, et puis on a commencé à me dire, mais tes photos, elles sont super, continue. Donc je dis, ah bon, bizarre. Et après, ça a été un outil, moi je voyageais déjà, j'étais aventurier dans l'âme, hein, et donc j'ai dit, c'est le meilleur outil au monde pour continuer ma curiosité de voyageur. Donc voilà, un bel outil, et la démarche s'est faite comme ça, étape par étape. Donc un nom commun qui revient toujours, aventurier, photographe. Comment tu choisis tes projets? Bon, alors voilà, moi je connaissais pas, j'ai pas fait d'école de photo, j'ai pas fait d'école de journalisme. Et dans la photo, c'est très vaste, hein. Il y a du portrait, on peut faire des animaux, on peut faire du sport. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'ailleurs. Et en me renseignant, en essayant d'avoir une culture de la photo, en observant ce que font les autres, ce qui a été fait avant, enfin, c'est un travail, c'est long. J'avais pas envie de faire comme tout le monde, donc je voulais pas rentrer dans une presse, déjà c'était pas connu. Donc j'ai décidé de faire mes sujets personnels tout seul. Donc tout seul, ça veut dire tu prends à tes frais, tu prends ton sac à dos, t'as pas beaucoup de sous, donc aventurier oui, mais par obligation quelque part, même pas par passion d'être aventurier, c'est que j'ai pas de rond et je veux partir longtemps dans un pays. Alors comment on fait? Là, on va là où c'est le plus pauvre possible et on va où c'est le plus galère possible parce que là ça coûte rien. Donc ça commence par des bidonvilles en Afrique, ça commence par traverser le désert en Algérie, des choses comme ça, que vous pouvez rester 2-3 mois avec un minimum de budget. Et donc je commence comme ça, et après j'ai pas de but au début. Au début j'ai dit je fais des photos, je veux raconter une histoire. Et ce qui m'intéresse c'est de revenir et de travailler quelque chose de profond, parce que tout le monde fait de la photo très rapide aujourd'hui. Ils vont 10-15 jours, ils font un sujet, je les comprends, ils répondent à une commande de presse, et moi je voulais pas du tout faire ça. Donc j'ai fait des années de photos au long cours, jusqu'à qu'un jour on me dit tiens, tu as un sujet intéressant, est-ce que tu peux nous proposer quelque chose? Je dis oui, je viens de faire
le désert, là, les migrants à l'époque, c'était pas encore d'actualité comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais plus du tout ce genre de sujet. Et puis voilà, on est rentré dans quelque chose d'atypique, on va dire, où je faisais un travail de fond, 4-5 ans sur un sujet, chose qui ne se faisait pas. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai décidé de travailler différemment de tout le monde, en noir et blanc en plus. Voilà, on ne sait pas pourquoi, hein, réellement. C'est ce qui me touche. Alors, en qualité d'artiste, François, on va dire artiste aventurier, la question qui fâche, tu exportes de nombreux pays, mais est-ce que tu as vraiment des commandes par des particuliers ou des sociétés? Comment tu es rémunéré? Alors, au début, pas du tout de rémunération, ça a été l'autodidacte total, et ce qui a permis que je puisse continuer et croire à ça, c'est que j'ai décidé de faire du mariage photo, parce que je voulais continuer à vivre de la photo dès le départ. Donc il fallait trouver quelles sont les astuces pour la photo. Il n'y en a pas 50, hein. Soit on fait du portrait, soit on a une commande si on me connaît, et ce n'était pas le cas. Donc j'ai fait du mariage. Alors on a commencé, mariage, c'était pas ce que j'aimais réellement faire, mais j'ai amené une touche de photojournaliste, si on peut dire, ce que je faisais en parallèle dans les voyages. Et donc financer 3 mois par an mes mariages, pour pouvoir partir 6-7 mois et garder cette autonomie, cette indépendance. Et maintenant, avec le temps, j'ai eu des commandes d'ambassade, d'ONG, de Médecins Sans Frontières, Amnesty International, enfin voilà, beaucoup de ONG suisses qui m'ont fait des commandes privées. Et pendant ces commandes privées, je faisais mes sujets à moi parallèles. Donc quand j'avais une commande de 10-15 jours, je venais et je restais 2 mois et demi de plus à mes frais pour faire mes sujets. Donc j'ai commencé comme ça, et puis après on crée un réseau, et puis on commence à vous regarder. C'est un chemin. Hein. C'est compliqué, ouais. Certes. Ouais. Bon, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans la technique. Alors, est-ce que tu utilises plutôt l'argentique, le numérique ou les deux? Alors, le numérique, j'ai commencé au numérique parce que tu es jeune encore. Ouais, voilà, on va dire ça. J'ai connu l'argentique par les parents, mais quand j'ai démarré au numérique, mais très vite, je me suis intéressé à l'argentique et il y a d'autres courants de photos. Pourquoi? Déjà par les supports, qui me paraissaient très légers au niveau du numérique au début, parce que c'était pas au point. Deuxième chose, quand je m'intéresse à la photo, c'est qu'est-ce que tu vas en faire et combien de temps elle va durer. Comme j'avais pas de but, il fallait qu'elle dure. Et le numérique n'avait pas vraiment de limitation, tu vois, dans la durée. Et j'ai dit, il faut que je fasse de l'argentique. Donc je me suis intéressé, donc je fais les deux pour répondre aux questions. Et troisième anecdote, c'est que moi je fais des tribus, des peuples très isolés. Par exemple l'Amazonie ou dernièrement en Colombie à 4000 mètres où je vais séjourner 3-4 mois, il n'y a pas d'électricité. Donc les gens, c'est vite réglé, vous montez avec vos 10 batteries là, hein. À l'époque il n'y a pas de solaire, la deuxième semaine vous n'avez plus rien, walou hein, comme on dit. Et donc là, donc premier voyage, vous avez mis 2 mois, vous arrivez là-haut, au bout de 10 jours vous ne pouvez plus cliquer. Je dis, on est nul en fait, on n'est pas photographe. Donc j'ai amené des boîtiers argentiques pour au début continuer, et puis j'ai vu que c'était essentiel pour moi. Ceci étant, ça coûte très cher, on n'arrive pas à les vendre les argentiques, donc j'en fais, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je continue à faire un travail parallèle. Alors, pour continuer un petit peu sur cette présentation de travail, bon, j'ai visité mais sur tes sites, hein, pages réseaux sociaux et sites internet, et il y a quelque chose qui m'a marqué, il y a, on va dire à 80%, voire 90% de noir et blanc. Oui, ouais, contrairement à la couleur. Ouais, j'ai 2 anecdotes très sympas. La première, on va être honnête, c'est que quand j'ai démarré la photographie, donc professionnelle, on va dire, il a fallu à un moment donné, en faisant les photos de jazz, j'avais pas de matos. Voilà, un matos de truc de vous dépanner, j'avais un boîtier à 400 €, moi je savais pas ce que j'allais faire de la photo. Et quand vous faites de la photo de jazz, le problème c'est que vous n'avez pas le droit au flash. Ça c'est des règles, on apprend sur le terrain, le flash est interdit, vous avez 3 premiers morceaux. Et moi j'avais un boîtier, on va dire, pas qualitatif. Et donc mes photos, elles sortaient en couleur très médiocre. Et tout de suite, j'ai mis du noir et blanc pour voir, en direct, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant, et ça me permettait de dire, bon, c'est moins pourri que ce que j'ai commencé. Et le noir et blanc m'a plu, et puis après je suis allé me documenter, m'intéresser à la photographie, et pour moi c'était essentiel de faire un noir et blanc. Déjà pour l'intemporalité, pour les messages à essayer de transmettre, et puis je trouve que la couleur elle distrait et elle change la lecture d'une image, mais ça c'est personnel. Donc je suis vraiment un puriste du noir et blanc. Maintenant quand il y a des commandes de corporate, on va dire, d'événementiel mariage, bon je fais de la couleur évidemment, mais tout ce qui est documentaire, social et travail de fond engagé, c'est noir et blanc. D'accord. Donc, merci. Donc là, on a commencé à connaître un petit peu ton histoire et ta technique. Donc, je le rappelle, on est à la Galerie du Portal. Et cette idée d'exposition, bon, bien sûr, tu n'es pas tout seul, hein, tu partages cette exposition avec une autre artiste levensoise, qui est Stéphanie Terrier-Martois. Et
jusqu'au 31 décembre, bien sûr, tu es là avec elle, bien sûr. Et je voudrais savoir, mais comment se fait-il que tu te retrouves à la Galerie du Portal avec ces clichés-là? Alors ça c'est pareil, c'est assez sympathique et imprévu, c'est qu'en 2023 j'ai fait un gros sujet en Colombie. J'avais fait 4 volets de voyage, donc de 4 séjours de 2 mois sur les chamans en zone FARC, c'est une zone interdite. J'ai commencé en 2017, voilà, un travail de fond personnel, et puis on a eu une commande après l'ambassade de Colombie à Paris qui m'a validé de mon autorisation de continuer, bref ça s'est fait, donc on a fait un travail sur 6 ans, on a sorti un livre, etc. Et fatalité, à la sortie de ce sujet-là, j'ai eu un gros pépin. J'ai voulu faire un sujet sur les cartels de drogue quelle idée en Colombie. Et de là, il se passe une histoire rocambolesque avec une attaque, il y a 2-3 morts, un kidnapping, ça fait une des journaux, etc. On arrive à s'en sortir grâce au service secret français que je remercie par ailleurs. Bref, on oublie cette histoire. Et donc 2024, j'ai le Laurier Rose à Levins là, qui me contacte et qui me demande... Donc les Lauriers Roses, l'EHPAD, pardon, de Levins, qui m'écrivent sur un mail que je trouve en spam, donc vraiment il n'y a pas de hasard finalement, et qui me propose de me projeter dans une aventure sur l'EHPAD en me demandant si ça m'intéressait d'aller faire des portraits au début. Bon, du coup je réfléchis, je me dis c'est pas trop ce que j'aime faire, mais pourquoi pas, il faut savoir se réinventer dans la vie. Et la période venant, j'avais besoin de repos, de réflexion, j'ai dit tiens, ça peut être plus cool, et pourquoi pas. Du coup on est parti dans cette aventure. Moi ce qui m'intéresse c'est de travailler au long cours, donc je voulais pas faire 3 séances, je veux dire on fait quelque chose sur l'année, et avec une flexibilité puisque je continue à voyager. Ils ont été ok, donc je leur dis merci, j'ai eu carte blanche et du coup j'ai pu faire 20-25 séances de 2 heures au sein de l'EHPAD pour faire un regard de l'intérieur. Alors avec ça on a ajouté des ateliers, il fallait que ça soit utile pour tout le monde. Donc j'ai fait des ateliers photos, c'était une première, et j'ai récupéré des images personnelles, et à la clôture de cette année ils m'ont demandé si je voulais exposer pour mettre en avant ce qui avait été fait, donc forcément on a dit oui. Et ce qui fait qu'on est là aujourd'hui avec un travail qui est à l'opposé de ce que je fais d'habitude, mais qui finalement se rapproche de mes thématiques de base, c'est l'humain, et le long cours et l'intimité. Donc rentrer dans un sujet, comprendre les gens, comprendre l'environnement où ils sont, et c'est pas juste venir faire un clic. Voilà, il faut qu'on comprenne ce qu'on vient de faire. Pour comprendre ce qu'on vient de faire, il faut vivre des moments, il faut vivre avec eux, il faut partager. Voilà, je suis de l'école de la photo qui veut qu'il y ait une vraie relation, pas juste on vient, on survole un sujet et on s'en va. J'ai un peu du mal avec ça. C'est assez compliqué. Et personnellement, sentimentalement, tu as été perçu par quelque chose par rapport à ce projet-là? Oui. Déjà parce que j'ai l'âge où nos parents vieillissent, et moi j'ai eu mon papa Alzheimer pendant quelques années que j'ai gardé à la maison et qui est décédé, je rends hommage d'ailleurs, ma maman aussi, donc c'est quelque chose qui me touchait. La famille c'est important, et de dire que je vais aller témoigner pour des gens qui ont encore leurs parents, c'était très important pour moi. Parce que la photographie c'est une mémoire, c'est un patrimoine, c'est pas juste on fait un clic, c'est quelque chose qui va rester. Donc oui, il y a eu beaucoup d'émotions. Déjà dans la situation où ils sont, il y a des gens qui ne sont pas cognitivement bien, donc il fallait trouver une manière de dialoguer. La photo c'est parfait, parce qu'on n'a pas besoin de verbal. Donc oui, j'ai eu beaucoup d'émotions, et puis je connaissais certaines personnes que j'avais connues dans la vie du village, donc beaucoup d'émotions bien sûr. Et il n'y a pas eu de réticence par rapport aux résidents pour faire ces ateliers photo? Ben écoute, j'étais très surpris parce que je ne sais pas comment eux ils m'ont présenté au sein de l'établissement. Donc c'est vrai qu'au début ils se demandaient qu'est-ce qu'il fait celui-là, ce farfelu qui arrive là. Donc j'avais l'impression qu'ils ne comprenaient pas trop. Mais très rapidement, non, ça a accroché tout de suite. Ils sont rentrés dans le jeu. Ouais, tout de suite. Après ce que je disais, pareil, j'ai plein d'anecdotes quand on fait des choses. C'est que quand je fais des tribus, on n'a pas de langue commune. Voilà, j'ai travaillé beaucoup dans des zones où on n'a pas de langue commune, on ne peut pas se parler, et on parle avec le cœur, les yeux. Et en fait, là, je me suis retrouvé, mais c'était la même chose. Pour moi, c'était facile, parce que c'est ce que je faisais depuis 15 ans, parler avec des gens où on n'a pas la même langue, donc je ne sais pas votre passé, je ne sais pas votre souffrance. Mais moi, ce que je sais, c'est que l'instant qui est là, on va le vivre au mieux qu'on peut, avec de l'image, avec des gestes, on se prend dans les bras. Aujourd'hui, là, 1 an après, les gens viennent, ils sont très heureux de venir à l'atelier, ils sont là, ils attendent que ça, on se prend dans les bras. Ouais, c'est une vraie histoire, c'est une belle aventure. Tu es un papa photo. Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce que je suis dans l'âge de la transmission. Oui. Et justement, je suis dans la jonction. Ton âge, tu nous l'as pas dit? 49 ans. Ah, 48. Aïe, C'est important. tu te vieillis en plus. C'est important. Alors dans tes perspectives, quel est ton futur projet? Alors voilà, moi comme je disais, je travaille beaucoup à l'instinct, j'ai pas de projet particulier avant, ça se mûrit et puis d'un coup ça se fait. Par exemple, je prends un exemple, j'étais en Inde en 2012. En 2012, je suis allé vivre 3 mois avec les Intouchables en Inde, donc c'est une caste qui vit dans la rue, et j'étais pas venu faire ça. Donc c'est en fonction des rencontres. L'idée c'est toujours de partir longtemps,
Colombie, les chamans, j'étais pas parti pour faire ça. Je suis parti là-bas 3 mois et c'est une rencontre qui fait que ça match parce que je prends du temps et on s'infiltre. J'en ai fait plein comme ça, les favelas, les gangs, c'était jamais prévu. Maintenant, on a l'expérience, on veut quand même prévoir ce qu'on fait parce que c'est plus pareil, la logistique, les frais, on veut perdre moins de temps, passer 3 mois à perdre du temps ou quoi. Donc oui, j'ai plein de projets. J'en ai un, c'est sur le Venezuela depuis quelques années. La situation politique m'inquiète. J'aime bien les situations où on peut raconter des choses et dénoncer des fois et surtout sensibiliser. Aujourd'hui, le Venezuela traverse une période catastrophique comme beaucoup de pays. Donc je suis en train de réfléchir comment je vais faire ça, c'est assez dangereux. Et l'idée, c'est dans la zone rurale et dans les montagnes parce qu'il y a des communautés qui se sont échappées et qui vivent là-bas. Donc l'idée, c'est toujours des gens atypiques, des gens isolés, et où il y a des choses à raconter où les gens ne vont pas. Donc voilà, je suis sur cette idée-là. Après, j'ai un travail de fond que j'ai envie de mettre en avant, c'est que maintenant on est aussi dans la création de livres, dans la création de diffusion de mon travail. J'ai 15 ans de travail, 90 pays comme tu as dit, maintenant il faut les montrer. J'ai répondu à des commandes, j'ai vécu, j'ai vendu un peu, maintenant il faut montrer. Montrer, c'est notre activité, c'est les livres, les expositions, des stages, des masterclass, des conférences, donc c'est encore un autre univers. C'est très difficile techniquement. Il y a un calendrier à l'année, il faut répondre à des festivals qui vous invitent, donc voilà, là on est donc tu es sollicité bien sûr pour là je suis sollicité, des ONG. Voilà, j'ai eu 2-3 conférences à l'ONU qui m'ont appelé, j'ai gagné des prix, voilà, donc maintenant on est dans des listings, on est content, hein, parce qu'au début on ne voit pas. Donc il y a une partie voilà, où on est entre cette logistique là où il faut se montrer, parce qu'il faut aller sinon vous a, et celle où tu vas sur le terrain, donc voilà, je peux aller moins sur le terrain cette année. Donc on va être plus dans la partie technique où il faut aller faire des expositions, des festivals. Mais voilà, je prépare le Venezuela. Et j'ai envie de travailler aussi sur l'Asie qui m'appelle. L'Asie, c'est vaste. Oui. Voilà, c'est très vaste. Donc j'ai commencé des sujets en Indonésie. Mais voilà, c'est trop court pour pouvoir dire que c'est un sujet. Mais je suis attiré par le Japon. Et ça fait quelques années que voilà, j'écris à la fédération de Kendo, qui est une fédération française ici où j'ai un contact, où on échange beaucoup. J'ai envie de faire un sujet sur les samouraïs, et voilà, avant que ça disparaisse, c'est déjà en train de partir, et eux, ce sont les derniers samouraïs, et puis il y a une idéologie intéressante, donc voilà, le prochain projet, c'est ça, le Japon, mais on n'y est pas parce qu'il faut un financement, le Japon c'est loin, c'est cher, moi j'aime travailler sur la durée, donc 3 mois, 4 mois au Japon, c'est pas 3 mois, 4 mois dans un bidonville en Afrique, où là ça coûte rien, voilà, je suis dans ces projets-là. C'est très compliqué. Merci pour toute cette présentation de ton travail ainsi que tes explorations. Quel conseil donnerais-tu à un jeune photographe qui débute? Déjà, il faut vraiment y croire, il faut s'accrocher, il faut garder la notion de plaisir. Qu'est-ce qu'il veut? Il faut qu'il définisse qu'est-ce qu'il veut faire dans la photo. Parce que qu'est-ce qu'il a attiré par là? Mais voilà, prendre du plaisir, continuer. Mais s'il décide d'en vivre, il faut qu'il s'accroche. Voilà, il faut être réaliste parce qu'il y en a 10 sur 10 dans le monde qui vivent de la photographie aujourd'hui. Donc le reste, c'est un combat. Maintenant, tout le monde avec un smartphone, voilà, se croit tous photographes. Tout le monde est photographe, c'est bien ou c'est pas bien, ça c'est à chacun de débattre. Mais je lui dirais qu'il faut y croire, c'est un très beau métier. C'est un métier de passion qui permet de rencontrer des gens et des univers que tu n'aurais pas accès en temps normal. Et ça c'est un trésor. Donc on arrive au terme de cette interview. Pour conclure, est-ce que tu as une phrase ou une image ou une idée qui résume ta vision? Oui, après elle n'est pas de moi, mais j'en fais mon cheval aujourd'hui de bataille. C'est un grand aventurier, écrivain, littéraire aventurier, Patrice Franceschi, qui est une sommité, une référence pour moi, qui a été le commandant de la Boudeuse, le bateau des 3 mâts, qui a fait des traversées pour explorer, ethnologue, archéologue, aventurier, humanitaire, humaniste, bref, c'est transformer l'expérience en conscience. Donc c'est un mot qui peut paraître comme ça anodin, mais c'est très important, c'est que tant qu'on n'expérimente pas les choses réellement, on ne peut pas parler et comprendre. Donc il faut expérimenter, et quand tu expérimentes quelque chose, tu peux te permettre d'en parler et espérer que ça change ton niveau de conscience. Donc aller voir un conflit armé, c'est l'expérimenter. Alors je ne dis pas à tout le monde d'aller voir, mais aller expérimenter quelque chose du bout des doigts avant d'en parler, et comme dans la vie en général, on ne parle pas de quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne critique pas quelqu'un qu'on n'a pas partagé une émotion ou un rendez-vous. Voilà, transformer l'expérience en conscience. Et ça, c'est très important. Bravo. Merci. Bravo, François. Merci, je te remercie beaucoup pour cette petite interview. C'est moi, puis on apprend. Et j'espère que nos internautes
vont te connaître un petit peu plus. Oui, Puisqu'à Levens, on te connaît plus en terrasse, boire un café. Oui, voilà, et puis on a pareil les stéréotypes de jugement qu'on peut avoir sur tout le monde, et c'est normal. Peut-être que ça va donner un autre regard, espérons-le. Merci beaucoup, François. Merci. Merci. Merci beaucoup.